On va donner la parole à Florence Bonnet, qui est neuroscientifique et qui va nous parler des neurones miroirs, du mimétisme d'action. J'ai eu l'honneur de travailler avec elle et c'est qu'elle va avec nous et qu'elle puisse faire sa présentation. Et donc, Florence, je te donne la parole. Tu as 20 minutes. Il est 9h41. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ok. Voilà, donc moi je suis chercheuse au Centre de recherche en psychologie et neurosciences à Marseille et je suis chargée de recherche. Donc j'ai une formation en fait de biologiste à la base et je fais maintenant de la cognition sociale. Et voilà, j'ai fait évoluer mon travail vers le changement de pratique pour la transition environnementale et en particulier pour les pratiques liées voilà, à la culture de l'eau et des végétaux, on va le dire comme ça. Alors, voilà, donc moi je suis très heureuse de participer à ce symposium, notamment parce que je pense qu'il y a des interactions fructueuses à développer entre les neurosciences comportementales et la pratique du maraîchage petite surface. Alors pour commencer, juste rappeler, donc, enfin, certainement il n'aura échappé à personne que nos comportements sont soutenus par le cerveau et c'est pour ça que je suis là. Donc ce qui nous amène très vite en fait aux neurosciences comportementales. Et les neurosciences comportementales sont les connaissances que l'on a ou que l'on obtient sur les bases biologiques du comportement et cela passe par l'étude donc du cerveau. Plus précisément, donc, les neurosciences comportementales, elles pourvoient des connaissances sur les mécanismes neuronaux, des activités mentales, la cognition, j'ai nommé la cognition, qui peut inclure le langage, la conscience, la mémoire, les déplacements orientés. Et on va dire, pour en arriver à ce qui va nous intéresser ici, finalement, c'est l'apprentissage et la formation. Donc les neurosciences comportementales s'intéressent à comment le cerveau traite les informations et pilote nos comportements. Pour être très schématique, donc nous avons des sens, la vision, l'audition, les capteurs qui sont dans les muscles, les tendons, etc. et d'autres systèmes sensoriels qui sont traités par le cerveau et qui nous permettent ensuite d'avoir des comportements adaptés dans l'environnement. Et c'est ainsi qu'on en vient donc à l'appropriation de pratiques qui se fait donc à minima via un enseignant démonstrateur et un observateur qui reproduit l'activité démontrée. Et donc on en vient par cela même à l'apprentissage social, puisque l'apprentissage social, c'est apprendre de nouveaux comportements en observant d'autres personnes faire. Donc, la base des activités dont il est question ici aujourd'hui. Et on appelle ça, plus en anglais, donc le social learning. Ce qui nous amène donc typiquement à l'apprentissage du geste, mais plus largement à l'appropriation de pratiques qui sont des ensembles de gestes. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on fait depuis le plus jeune âge, voilà, jusqu'à des pratiques très complexes. Et donc ici, donc aujourd'hui, donc il est question finalement de passage à l'action pour des personnes qui arrivent et qui sont prêtes au passage à l'action. Il n'est pas question de les convaincre, etc. Ce sont des personnes qui sont prêtes à passer à l'action, soit parce qu'elles rentrent dans un cursus de formation ou bien où elle vient faire par exemple un chantier participatif. Donc le premier levier finalement pour apprendre de nouvelles pratiques, c'est l'utilisation des sites démonstrateurs. Donc ici en haut, je vous présente un site démonstrateur qui est ce qu'on appelle un mycoduc. Ce sont des petites noues dans lesquelles il y a des petits branchages et vous voyez qu'elles serpentent au sein des vignes. Donc voilà, un groupe de personnes plus ou moins expertes de domaines différents viennent visiter le site démonstrateur, comme on peut l'avoir ici dans un site de maraîchage sur petite surface. Et donc l'objectif, quand on vient faire une visite de site démonstrateur, donc ça c'est un site, en fait, moi j'ai une collaboration avec l'Association pour une hydrologie régénérative
générative, donc c'est pour ça que je le montrais. Et donc, quand on vient faire une visite de site démonstrateur, l'objectif finalement derrière, c'est de prendre des informations pour ensuite reproduire le résultat des actions qui ont été faites sur ces surfaces, présentées lors des visites de terrain. Et ces visites, en fait, elles mettent en place des mécanismes cognitifs automatiques. Alors, bien sûr, on arrive sur ces visites de terrain avec un savoir-faire préexistant, de niveau d'expertise et de nature diverses, comme je l'ai dit précédemment, qui va venir se combiner donc, au cours de ce parcours de visite avec l'émulation. Donc, émulation veut dire finalement effervescence, échange, etc., qui va générer de la motivation. Donc, qui va en fait soutenir des simulations mentales d'action orienté vers le but visible, c'est-à-dire au-dessus, là, c'est le mycoduc, et plus bas, ça va être tel ou tel type de pratique culturelle. Donc, on commence, en fait, quand on est sur place, on commence, en fait, à imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire chez soi, ou même si on n'a pas de chez soi, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire tout court. Donc, on commence à imaginer, donc, autant d'activités cognitives. Et puis, lorsqu'on fait ces visites, vous avez remarqué également que nous faisons de la comparaison sociale, que ce soit avec le propriétaire du terrain, donc social, à la fois donc social directement, mais aussi de la propriété du propriétaire. Propriétés où nos possibilités sont comparables à celles du propriétaire du terrain que nous sommes en train de visiter. Et on va également faire ces comparaisons avec les membres le groupe qui visite avec nous. Donc voilà, tout ceci se passe en fait lors d'une visite de site démonstrateur. Et puis donc on a un deuxième levier qui est finalement la participation à un chantier participatif ou à une session de formation. Et là, l'objectif, c'est donc la reproduction d'actions qui sont présentées lors de démonstrations de pratiques. Et de la même manière, dans ces cas-là, eh bien, on va avoir des mécanismes cognitifs automatiques qui sont à l'œuvre quand on observe un démonstrateur. Possiblement, donc on va se synchroniser sur le démonstrateur et on va faire d'emblée la même action. En même temps, on contrôle, etc., on fait le geste, mais on va pouvoir regarder et faire un petit peu après ce geste, ou on va imiter plus tard et ailleurs. Mais on a été, on va dire, influencé par ce qu'on a vu au niveau de nos neurones miroirs. Donc, c'est un sujet qui est très développé, les neurones miroirs. Et je vais vous en parler un petit peu parce que c'est un mécanisme, vous verrez, qui est un petit peu partout. Donc, on le voit donc, dès le plus jeune âge. On va le voir dans ce genre de situation sociale. Cela ne vous aura pas échappé. On pourrait le voir encore donc, plus jeune. Donc là, vous avez la maman qui regarde finalement l'objet. Le bébé fait comme la maman, il imite. Et vous pouvez aussi avoir, quand de l'imitation ou voire de la synchronisation comportementale du chien sur l'humain. Donc, ça marche même en interespèce pour dire combien ce mécanisme est puissant. Et par exemple, aussi, j'ai repéré un autre cas, c'est sur une vidéo de Baptiste Morisot sur ses ouvrages Castor. Donc, il a un chien, Baptiste Morisot, et ce chien fait comme les humains, il transporte lui aussi une branche. Donc, ça a été capté par la caméra et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de le souligner pour dire que l'influence des neurones miroirs est très, très importante. Comment on les a mis en évidence, ces neurones miroirs, et qui sont-ils? Donc, en fait, ici, ce singe, quand il porte une pomme, il active des neurones moteurs dans son cerveau qui sont les mêmes que quand il regarde un autre singe porter une pomme. Et ça veut dire que, en fait, quand on est en face d'une autre personne, en même temps que moi, mon cortex moteur, il va gérer mes actions. Donc, par exemple, ma main qui va faire un geste qui est associé à la communication et contrôler ma posture. Également, si j'ai une personne en face de moi et que je vois ses pratiques, ça peut être se gratter comme ça ou autre chose, eh bien, en fait, mon cerveau, il va avoir les mêmes neurones moteurs qui sont actifs chez la personne qui est en face de moi,
chez moi. Je vais avoir les mêmes neurones. Donc, en même temps que je fais mes actions, je vais avoir aussi mes neurones moteurs qui sont en fait activés. Ces travaux-là, ce résultat, ces connaissances neuroscientifiques ont été montrées en fait par l'expérimentation animale et humaine. Et nous, avec une doctorante, on a fait un ouvrage chez Springer sur pourquoi est-ce que les individus s'imitent, avec tous les facteurs qui modulent en fait l'imitation entre les personnes ou se synchronisent. Donc, comment ça se passe concrètement? Ici, vous avez une femme qui voit le comportement d'un homme. Et en l'occurrence, elle, d'abord, il y a une activation des représentations sensorielles de l'action, puis des représentations motrices de l'action. L'homme commence à marcher, il active ses représentations motrices de l'action. Et en fait, les deux personnes, à ce moment-là, ont une activation simultanée des mêmes représentations. On va parler de résonance motrice, dans le sens où les deux cerveaux présentent les mêmes activités motrices, en tout cas pour ce qui concerne voilà, ce début de marche. Et donc, ceci est supporté par des neurones moteurs qui sont donc appelés des neurones miroirs. Donc, une fois qu'il y a cette résonance motrice, potentiellement, l'observatrice va se mettre en mouvement. On va parler alors à ce moment-là de contagion motrice ou de contagion comportementale. Et si la femme ajuste ses comportements sur celui de l'homme, on va parler de synchronisation comportementale. Comme vous le savez, la synchronisation comportementale existe au sein des espèces sociales. On le voit chez les poissons, les oiseaux, etc., et les groupes humains, mais elle ne survient pas tout le temps ni dans tous les contextes. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, en permanence, quand on est avec un autre individu, on est sous influence sociale visiomotrice, en permanence. C'est comme ça aussi que, par exemple, si une personne présente des comportements un petit peu déprimés, ça peut, en tout cas, ça impacte notre cerveau à minima, et des comportements joyeux de la même manière. Mais en fait, donc, il y a tout le temps cet impact en permanence, mais on a des facteurs qui vont inhiber la réponse imitative. Donc, pour résumer, de base, pour schématiser, de base, nous sommes équipés pour être des moutons, mais finalement, il y a un processus inhibiteur qui va éviter qu'on soit en permanence en train de s'imiter. Et donc, on a des facteurs qui vont moduler cette imitation, cette synchronisation. Donc, plus le modèle, la personne est loin de nous, moins on va être contagionné, moins notre état attentionnel est sur une personne, moins on va être contagionné comportementalement, moins on est familier, moins on va être contagionné. Et il y a beaucoup de facteurs comme ça jusqu'à ce que moins il y a de personnes autour de nous, moins on va être contagionné. Donc, plus il y a de personnes qui font le même comportement, plus on va être contagionné, etc. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Et quand on appartient à un groupe, on a plus de chances de se faire contagionner comportementalement que quand on n'appartient pas au groupe dans lequel on se trouve là, localement, etc. Donc, on a des modulateurs, des facteurs qui modulent la synchronisation comportementale. Donc, voilà pour les mécanismes neuroscientifiques qui sont derrière. Donc, nous avons vu que, in fine, donc, on a deux leviers à l'appropriation de nouvelles pratiques. Aller sur les sites démonstrateurs et finalement les scénariser au mieux. Et de la même manière, scénariser en fait finalement au mieux les démonstrations d'action par des chantiers de participe et des formations. Donc l'avantage, c'est qu'avec ces deux leviers, pour l'appropriation, voire la diffusion de pratiques, on a des processus cognitifs, automatiques et sociaux qui sont robustes. Donc voilà l'apport des neurosciences comportementales. C'est finalement de travailler à l'optimisation des formations aux pratiques. Donc, nous, on a deux projets qu'on cherche à monter. Un premier projet, c'est finalement de recherche-action, donc de tester les effets de différents facteurs, alors en l'occurrence sociaux, sur l'appropriation de pratiques. Donc, par exemple, pour un chantier participatif, ça pourrait être, est-ce que c'est différent? Est-ce que l'appropriation d'une pratique est différente selon que le démonstrateur est quelqu'un, par exemple, du quartier, la boulangère, un technicien de la technique, une personne célèbre, ici un chanteur, voilà, une activiste pro-environnementale, un maire, ou est-ce que c'est différent selon le nombre de démonstrateurs de l'action? Est-ce qu'il y a un effet du nombre de participants à la formation, 5, 10, 15, sur l'appropriation de pratique? Si les participants portent un logo qui
font qu'ils se sentent appartenir à un groupe. Est-ce que ça va changer les pratiques des personnes in situ versus si elles ne portent pas un logo, c'est-à-dire voilà, une appartenance sociale? Quel pourrait être l'effet de la présence de complices dans le groupe de participants, des complices donc experts versus non experts? Est-ce que lorsqu'on apprend de nouvelles pratiques, il y a un effet potentiel de la présence d'un public qui regarde faire ou pas? Parce qu'on a montré dans d'autres cas que ça pouvait avoir un effet. Est-ce que si par exemple il y a une conférence ou une formation au préalable sur les risques climatiques, sur les objectifs de la formation, etc., derrière, ça va affecter vraiment l'appropriation et la manière dont les personnes vont pratiquer in situ? S'il y a un type de musique particulier en présence, puisqu'on sait que le mouvement se cale sur les rythmes, est-ce que ça va affecter du coup la pratique? Et puis finalement, on peut aussi se poser la question dans quelle mesure présenter les informations liées aux pratiques, verbalement versus en vidéo versus en réel, va affecter derrière la pratique, l'appropriation elle-même, in situ. Et on a un deuxième projet aussi auquel on réfléchit, ça porte dans ce cas-là sur le rôle des ambassadeurs dans la diffusion de nouvelles pratiques. Alors on a un exemple assez connu qui s'est passé en Inde. Donc ils avaient des problèmes de sécheresse du territoire et donc ils ont travaillé en fait sur l'idée de faire des retenues, des noues d'épaisseur de type hydrologie régénérative, donc des systèmes. Et ils ont donc pris un certain nombre de villes dans cet endroit où il y avait des problèmes de sécheresse. Il y a un bon nombre de villages. Donc chaque village en fait a sélectionné une équipe de formateurs. Ils ont formé les villageois et ensuite ils ont appris les nouvelles pratiques aux villageois, donc diffusion des savoir-faire. Puis ils ont fait une sorte de jeu interville entre les villages et ce qui leur a permis donc finalement de réhydrater les sols et de revégétaliser une surface qui avait vraiment des problèmes de sécheresse. Voilà, donc l'apport des neurosciences comportementales, c'est d'optimiser, là, comme on l'a vu, les formations. Et puis finalement, ce qui est important, c'est aussi pour la diffusion, c'est de les rendre visibles pour le passage à l'échelle. Toujours justement pour en fait rendre visible et en fait cibler justement ces neurones miroirs. Alors l'idée optimalement ce serait finalement de se fonder sur le travail de Moscovici père qui est l'influence sociale minoritaire qui reste vraiment présent dans de très nombreux esprits. Donc ça n'a pas été testé à ma connaissance, à part la Pani Foundation, dans des cas voilà, qui seraient vraiment notoires. Mais il y a eu beaucoup de modélisation donc pour tester en fait comment on peut passer d'un petit groupe d'individus à la contagion progressive d'autres groupes d'individus. Et encore des modélisations justement sur l'évolution pour arriver à l'évolution finalement des pratiques au sein d'un territoire. Donc, learning by doing, apprendre en faisant, n'est-ce pas, pour arriver à un tipping point, un point de bascule qui permettrait d'augmenter finalement le nombre de pratiques qui seraient développées. Donc, ce dont beaucoup, tout le monde rêve, pour beaucoup d'actes pro-environnementaux. Voilà pour vous résumer ce que je pouvais vous apporter concernant les apports des neurosciences comportementales. Et je remercie l'Association pour une hydrologie régénérative pour sa contribution à la réalisation de ce travail. Merci beaucoup de votre attention. Voilà, alors j'arrête. Merci Florence, tu m'entends? Oui. Oui, tu m'entends. Alors, je te remercie pour cette présentation. Et c'est vrai que je te pose une question et on va faire la transition avec Éric Duchemin qui va suivre. Si tu avais été parmi nous, est-ce que la transmission de connaissances aurait été favorisée, d'après toi? Je pense que oui. Oui, moi aussi, hein. Mais c'était super. Non, mais on te regardait sur un tout petit écran et je me disais, ah, si tu étais là en vrai, ce serait quand même beaucoup mieux. Donc, je laisse la parole à Éric Duchemin qui va nous parler des pratiques québécoises. Et je te remercie une deuxième fois parce que tu as respecté le timing. Éric, la balle est dans ton camp.